Notre avis commun contre ou avec, ça dépend, les résumés ou la moyenne des articles qu'on a réussi à parcourir et qu'on va vous présenter. Donc, cas clinique numéro 1, Gérard, comme par hasard, il s'appelle Gérard. 32 ans, professionnel, il a une rupture du LCA, mal barré dans la photo, et donc il subit une ligamentoplastie ITIDT, des suites opératoires, un genou sec, pas de trouble inflammatoire, comme ça peut arriver souvent. On a l'impression qu'on se demande s'il n'a pas fait juste une ligature le chirurgien et qu'il n'y ait pas des avis dans le genou. Les suites post-opératoires, pas de CCO pendant 6 semaines, donc il n'y a pas le droit de faire de chenillère. Lui, par contre, le chef du patient, après avoir discuté avec tous les thérapeutes, il a bien compris qu'il n'avait pas le droit de faire de CCO, mais il a aussi compris qu'il avait le droit de faire de la CCF. Et du coup, il a dit, mais moi, quand je fais du vélo, je fais de la CCF. Du coup, je peux peut-être reprendre la compétition après 6 semaines post-op, parce que c'est une compétition qui va régler l'activité correctement. Donc, en protocole accéléré. Ensuite, la CCF est-elle suffisante pour renforcer le col des fesses? Je vous répondre là. C'est parti. 2 secondes de... Je vois du orange. Je vois du bleu. Il y a beaucoup d'orange. Beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Très bien. Donc on va donc, Nathanaël va donc vous présenter les résultats de la littérature. On n'a pas tablé sur un pronostic si c'est oui ou non. C'est histoire d'avoir une petite interaction, mais vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez répondre. Donc le renforcement quadriceps en CCF. Et c'était Andersen, en 2006, qui fait une étude sur l'activation neuromusculaire sur le genou, nous sommes. Donc, du coup, d'abord, il parle d'un postulat, il pose en préambule plutôt, que pour avoir un renforcement efficace, il faut avoir une activation neuromusculaire sur entre 40 et 60% du potentiel EMG maximal du muscle. Moi, j'ai pris comme exemple, il y a plusieurs techniques, j'ai pris le rectus femoris parce que il me semble que c'est plus représentatif de la chaîne fermée. Attention, il peut y avoir des roulades. Donc, j'ai choisi le rectus femoris et voilà, 40 et 60%, ça donne ça. Alors, on a d'abord l'extension de genou active en chaîne ouverte, qui est au-delà de 40 à 60%. Donc, peut-être une sollicitation trop importante du point de vue neuromusculaire. Ensuite, on a le squat, qui lui est situé en dessous. Alors, le tableau, c'est le pourcentage neuromusculaire par rapport à l'amplitude du genou. Et en dernier, on a la leg press, qui elle se situe vraiment au milieu du graphe, qui situe un peu une course moyenne d'articulation. Donc, on pourrait dire que la CCF peut être suffisante pour avoir un renforcement efficace pour la On continue. En plus de ça, on peut parler des ischio-jambiers des grands fessiers parce que la tranchée fermée, on parle d'ischio-jambiers des grands fessiers, évidemment. Tout d'abord, les ischio-jambiers, il faut savoir que c'est un patient DIDT et donc si on fait de la chaîne ouverte des ischio-jambiers, juste pour préciser, c'est pas du tout en rapport avec la CCF et le quadriceps, mais si on fait de la chaîne ouverte de ischio-jambier, ça va solliciter de manière trop importante le biceps fémoral et si vous entendez, si vous intéresse ça parce qu'il est réservé pour l'opération. Ensuite, du coup, si on fait de la leg press comme c'est indiqué pour le quadriceps, il est sollicité qu'à 22% et 40% pour le biceps fémoral. En plus de ça, on peut voir que cette activation neuromusculaire pourrait être suppléée aussi par le grand fessier. Donc, ça peut être intéressant. On n'est pas délétère pour le DIDT, on est efficace pour le quadriceps, et il y a toute la chaîne qui participe. Ensuite, il y a l'étude de Mikkelsen en 2000, qui lui a un protocole de CKC de chaîne fermée d'un côté et de chaîne fermée plus chaîne ouverte de l'autre. Et là, en associant les deux, on a une amélioration, une différence significative qui est en faveur de CKC et de OKC,
En gros, pour dire qu'il y a plus de force développée en test isocinétique quand on associe les deux modes de contraction pendant le protocole. En plus de ça, quand on associe le protocole TCF plus SSO, il y a 54% de retour au sport après 7 mois, alors que pour la TCF, il y a plutôt une reprise tardive au sport de même niveau et un pourcentage qui est beaucoup moins de retour au sport. Donc voilà. TCO précoce aussi, on peut parler. Alors là, il y a les études de Egine plutôt, en 2007, qui avait 4 groupes de groupes de ligamentoplastie, de tendon rotulien et TIDT, qui étaient soit en prise en charge précoce à 4 semaines, soit en prise en charge tardive à 12 semaines de TCO. Et là, on peut voir quadriceps écrit en rose. Donc la courbe rose, c'est les ischio-jambiers, le DIDT à 12 semaines. Et le DIDT à 4 semaines est en vert. Et on voit qu'il n'y a pas de différence significative en potentiel isocinétique entre 4 semaines et 12 semaines du protocole CCO. Voilà. Tirer les conclusions. Très bien, donc la clinique de Gérard, 45 ans, major de bon niveau, spécialité dans le crawl, quasiment 3 ans de pratique. Il s'entraîne 4 heures par semaine. Donc c'est vraiment un sujet qui ne réalise que de la chaîne ouverte dans un milieu aquatique. Il aime le foot, il fait du foot, il tombe, il se fait mal, genoux gonflés et les suites qui vont. Il va donc à l'hôpital, il se fait radio plus CRM. On voit donc qu'il y a une rupture ancienne du LCA à droite et un ligament croisé antérieur distendu à gauche. Ce que lui, il trouve, c'est que il n'a pas forcément de gêne dans ce qu'il nage, cependant, dès qu'il commence à avoir une activité portée, douleur, et il a beaucoup de douleur au niveau de la face antérieure du genou. La question, c'est est-ce qu'il pratique une activité à dominante CCO, type natation, battement de jambes crawl, est-elle délétère sur la tension tibiale antérieure du genou, sachant que cette tension tibiale antérieure elle-même est délétère pour le LCA antérieur. À vous les studios. Il y a beaucoup d'abstention. On ne veut pas d'abstention ici. Hein. Même si le cas clinique est pas forcément très développé, c'est pas le jeu, c'est essayer d'être plus simple. Donc, en gros, la CCO délétère pour la tension tibiale, donc délétère pour le ligament croisé antérieur. C'est ce qui ressort plus ou moins, mais j'ai vu plus de petits papiers bleus. Bon, Pascal, on va le changer. Donc, ce qui se passe, Veynon, en 98, sujet simple, s'intéresse à 2 types de mouvements. Un mouvement de squat entre 0 et quasiment 90 degrés, donc vous l'avez en haut, et un mouvement de leg extension entre 0 et 90 degrés aussi. En rouge, vous avez la flexion, en vert, vous avez donc l'extension. C'est une activation musculaire volontaire du quadriceps. Ce qu'on a, c'est que on a donc une translation tibiale antérieure en flexion, donc au niveau du mouvement de squat, entre quasiment 10 degrés et 60 degrés, donc on voit bien que ça passe au-dessus, en flexion et en extension. Et donc en chaîne ouverte, on a un FCA qui est donc protégé, donc qui est moins détendu, donc qui est moins étiré, entre 40 et 90 degrés, la courbe à droite qui passe en dessous de 0, donc quasiment pas sollicitée, et qui monte peut-être plus rapidement que la courbe en haut en squat, entre 10 et 40 degrés d'extension. Et ça, c'est pour le sujet simple. C'est des études qui ont été prouvées justement ou réalisées avec un CA4000. C'est l'appareil qui se juste là pour voir un peu les sensations tibiales dynamiques que vous pouvez avoir lors de mouvements de votre membre inférieur. Ensuite, donc chez le vert, et on a dit toujours que ce sujet était douloureux en face antérieure. Donc on peut se rapprocher peut-être de douleurs fémoro-patellaires. C'est une hypothèse, hein, bien sûr. L'étude de Whitworth en 2002 suggère, en tout cas prouve, que les tensions sont moins délétères sur cette situation-là lorsque vous réalisez un mouvement, principalement de squat, entre 0 et 40 degrés. Et en chaîne ouverte, entre 40 et 90 degrés. C'est-à-dire que, de cette façon-là, lorsqu'il fait de la chaîne ouverte, donc dans l'eau, provoque, sensiblement, normalement, on veut dire,
plus de douleur. Donc il faudrait, c'est vraiment hypothétique, essayer de lui conseiller d'autres types de mouvements à réaliser. Cependant, il n'a mal que lorsqu'il marche, donc activité portée. Donc là, on est un peu biaisé. Il y a deux petites choses à retenir. De pas trop justement chercher une flexion trop importante en squat, en tout cas sur l'express, et ne pas non plus chercher une extension complète sur les curls, ce qui peut sensiblement, en tout cas de manière plus importante, augmenter la compression au niveau de l'articulation, en tout cas des tensions qui vont être délétères sur l'articulation pleuropatellaire. C'est bon, tu peux y aller. Très bien. L'article de Jenkins. Donc là, on va plutôt s'intéresser à notre patient, qui a donc un membre, qui a les deux membres inférieurs qui sont un peu touchés au niveau du LCA, et qui, lui, Jenkins, en 98, s'intéresse à des sujets qui ont été blessés. Donc un membre inférieur touché au niveau du LCA, un membre inférieur non touché, donc on va dire sain, possiblement sain en tout cas, et deux types de traitements. Donc là, il a utilisé un KT1000 pour savoir si la tension tibiale était plus importante via une contraction musculaire volontaire du quadriceps en chaîne ouverte, donc on a la petite photo en haut, et en chaîne fermée, donc sur leg press et sur leg curl, juste en haut. Donc, je m'intéresse d'abord au tableau du bas, à 60 degrés de flexion. On a une différence significative entre le membre qui n'est pas touché, enfin, qui n'a pas été lésé, ou le LCA n'est pas lésé, pardon, en chaîne ouverte, entre le membre sain et, on va dire, lésé. Une différence significative à P inférieur à 0,05. Et en chaîne fermée, il n'y a aucune différence. Ça veut dire que la tension qui est réalisée sur le LCA, ou même, enfin, sur la tension tibiale, pardon, n'est pas différente d'une chaîne fermée à une chaîne ouverte. Cependant, à 30 degrés, on voit que le mouvement de chaîne ouverte est beaucoup plus important, parce que cette différence est significativement beaucoup plus importante d'une chaîne ouverte à une chaîne fermée entre la jambe touchée, donc où le LCA est absent, rompu, à une jambe saine où le LCA est présent. Donc, c'est le travail de Jenkins en 98. Donc là, on voit bien que si on rappelle au sujet nageur, les battements de jambes se font très rarement entre 0 et 60 degrés, et plutôt entre 0 et 30 degrés. C'est-à-dire que là, lorsqu'il travaille dans l'eau, sensiblement, il semblerait qu'il crée beaucoup plus de tension, en tout cas de translation tibiale antérieure au niveau de son genou. Deux types de travaux, en fait, étaient réalisés depuis les années 90, donc depuis 20 ans, sur un mouvement isométrique, donc c'est un appareil isocinétique, où la personne, donc c'est Howell qui a commencé ces travaux-là, il s'intéressait à des genoux normaux, à des genoux où le LCA a été rompu, à des genoux reconstruits, LCA reconstruit. Donc on a les trois types de tableaux, les trois types d'histogrammes qui sont faits. Il n'y a aucune différence dans son étude sur un mouvement de chaîne ouverte, on a bien en chaîne ouverte, à les degrés de 15, 30, 45, 60 et 75 degrés. Donc aucune différence significative entre une jambe, on va dire, normale, une jambe avec un LCA déficient ou rompu, et une jambe reconstruite. Aucune différence, avec une contraction musculaire volontaire du quadriceps, un mouvement maximal, c'est vraiment une force maximale. Et donc lui, c'est toujours intéressé à la tension tibiale qu'il existait, qui a un KT1000. Cependant, c'est des résultats qui ont été discutés dans la littérature, et la dernière étude qui parle de celle-ci, c'est Vasconcelos, qui lui trouve une différence, alors qui n'est pas significative au-delà de 60 degrés, donc qui corrobore les résultats bien avant Feynman, mais entre 15 et 60 degrés en statique, là on trouve vraiment des différences. Donc si vous jetez un petit œil sur la littérature scientifique, vous verrez que c'est des résultats qui sont toujours un peu contradictoires. En fonction des protocoles, il y a des petits biais de sélection et des petits biais de méthodologie. Donc là, résultat, on va trop s'appuyer sur cette littérature. Ensuite,